Une chaîne de valeur, c'est une mise en ligne d'acteurs économiques. Donc vers l'amont, on a ceux qui sont proches de la matière première, comme l'agriculteur, comme le chercheur. Et vers l'aval, on a des gens qui sont au contact du client final. Chacun dans cette chaîne de valeur va créer sa part de valeur. Mais ces échanges économiques ne sont pas équilibrés. Il y a des gens qui sont à des nœuds ou à des chemins critiques, qui sont en situation de monopole et qui vont faire de la marge qu'ils veulent. Et ceux qui sont proches du client final, donc qui ont la meilleure perception de l'adéquation offre-besoin et qui peuvent être en interaction avec le client final, vont aussi dégager beaucoup de marge. Et les autres, surtout ceux qui sont en amont, eh bien, vont se contenter des miettes. L'État, toujours habile à capter de l'impôt, dispose des moyens d'analyse et d'enquête. Il pourrait alors avoir pour devoir régalien de produire de la transparence économique sur une chaîne de valeur. La transparence deviendrait alors un nouveau produit politique, au même titre que la sécurité ou l'éducation. La transparence est, notons-le, aussi un critère essentiel de mesure de la démocratie. Elle permettrait, par ce chemin, de fabriquer du capitalisme plus propre. L'avantage informationnel serait redistribué par l'État. La transparence est alors beaucoup plus qu'un principe en soi, elle devient une méthode de gouvernance. Cette transparence serait mise à la disposition des acteurs économiques et des citoyens dans un langage opérationnel, c'est-à-dire qui leur permet d'agir et de comprendre. L'État ne pourra intervenir directement sur la création de valeur. Et donc, pour pouvoir le faire, il pourrait mettre en place, favoriser la mise en place de structures associatives qui seraient en charge de la régulation et au vu d'un état des lieux structuré et objectif de transparence fourni par l'administration. Ainsi, sans intervenir sur la liberté des échanges, l'État peut jouer un rôle régalien d'ordre économique en produisant de la transparence. Lorsqu'on observe les indicateurs dans l'entreprise, on observe qu'elles dérivent d'un indicateur racine, l'intérêt de l'actionnaire. Par voie de conséquence, la valeur créée fait forcément l'objet d'une dispute entre salariés et propriétaires. Ça s'appelle la lutte des classes. D'un côté, les représentants des salariés sacralisent les acquis sociaux et de l'autre, les investisseurs utilisent la masse salariale comme variable d'ajustement et tout le monde y perd. La philosophie Kaizen, qui est née aux USA, a été mise en œuvre principalement au Japon, on l'appelle le toyotisme. Cette philosophie se condense en une phrase. Tous les indicateurs dans l'entreprise doivent dériver d'un indicateur suprême qui est la satisfaction du client final. On retrouve cela dans le discours de l'entreprise, mais pas dans les faits. De fait, on dissimule le plus souvent ces démarches biaisées sous des démarches qualité. Quand on y regarde de près, les indicateurs de qualité ont été dérivés par les actionnaires à leur profit. C'est-à-dire on fait de la qualité pour l'actionnaire, pas pour le client final. Du coup, c'est source de malaise social puisque les salariés sont jugés à l'aune d'un indicateur qui les met mal à l'aise. Lorsqu'on applique avec rigueur ce concept de satisfaction du client final, la valeur créée se projette alors seulement en deuxième couche vers le salarié et vers l'actionnaire, qui peuvent désormais négocier avec beaucoup plus de sérénité le partage équitable de la création de valeur. On peut alors imaginer aussi que la captation de valeur par l'État, c'est-à-dire l'impôt au sens large, puisse se situer en amont de ce partage, en plaçant dans la même assiette la masse salariale et le dividende de l'actionnaire. La masse salariale, à cette étape, ne serait pas considérée comme une charge, ce qui a un caractère extrêmement un peu humiliant pour le travailleur. Ainsi, l'opposition entre l'impôt sur le travail et l'impôt sur le capital n'aurait plus lieu d'être. Ainsi, l'État pourrait structurer et imposer des indicateurs de type Kaizen dans l'entreprise, ne pas considérer la masse salariale comme une charge en changeant l'assiette de l'impôt. L'administration française est vue communément comme une consommatrice de budget qui plombe les déficits et qui détruit la compétitivité de la France. Je vais citer une des raisons à cela, qui n'est pas exhaustive, mais qui quand même est significative. La haute administration est peuplée de gens qui sortent de grandes écoles. Et parmi ces gens, il y a une forme de connivence et certains font des allers-retours entre le public et le privé. Et de ce fait, ils vont projeter des indicateurs du privé vers le public. Et on sait que ces indicateurs, on l'a vu,
sont des indicateurs de propriétaires. Et donc, à ce moment donné, l'agent public va être soumis à des indicateurs de propriétaires, de rentabilité, et il ne va pas comprendre, et ça va le rendre furieux, ça va créer un malaise social. J'ajoute aussi que cette notion de privilège au plus haut niveau de l'État se projette vers le bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire qu'elle est entretenue. Il y a une connivence, il y a un accord conceptuel sur la notion de privilège, et ça, c'est pas très bon. Si on se met à faire du Kaizen dans l'administration, le critère noyau devient alors la satisfaction du citoyen acteur. Ainsi, l'administration pourrait générer des indicateurs de type Kaizen identiques à ceux du secteur privé. Désormais, un fonctionnaire, au lieu d'apparaître comme un consommateur de budget, pourrait produire de la valeur qualitative et quantitative mesurable. Il serait intégré aux chaînes de valeur. Effectivement, généralement, on ne retient que la création de valeur quantitative. Or, l'administration produit essentiellement du qualitatif par de la réglementation qui favorise les échanges, par de l'éducation, par de l'ordre social. Si on prend en compte le qualitatif, alors vraiment, on peut intégrer les fonctionnaires aux chaînes de valeur. De ce fait, les acteurs publics et privés, évalués selon les mêmes indicateurs de type Kaizen, ne se distinguent plus et tirent le pays tous dans le même sens. L'État, donc, pourrait évaluer les acteurs publics selon des indicateurs de type Kaizen et en tirer des conséquences en mettant en regard les budgets et la création de valeur. Face au chaos généralisé, l'innovation politique est en panne, sauf à verser dans des dictatures plus ou moins éclairées. La féminisation de l'espace politique est un concept innovant qui ouvre une autre voie. Il ne s'agit pas seulement de femmes, encore moins de féminisme, mais du caractère féminin du projet de société. Prenons l'exemple de la Chine. La Chine a un concept philosophique qui est celui du yin et du yang, c'est-à-dire de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et le projet de société chinois s'articule autour de cet équilibre. L'empire du milieu, qui est centré sur lui-même, un petit peu comme une femme sur son ventre, a toujours eu une enveloppe féminine. Elle a peu cédé aux conquêtes purement masculine, comme l'a fait l'Occident pendant des siècles. Aujourd'hui, pourtant, à cause de sa puissance économique qui est masculine, elle pourrait céder être tentée par des comportements plus masculins, comme par exemple des conflits en mer de Chine, des choses comme ça. Mais on peut penser qu'elle sera toujours à la recherche de l'équilibre parce que c'est dans son ADN, c'est dans son principe de gouvernance. Autre exemple, celui d'Angela Merkel en Allemagne. Angela, les Allemands l'appellent Mutti, c'est-à-dire maman. Elle bénéficie d'une affection croissante jusqu'à aujourd'hui de la part des Allemands. Autre exemple aussi, la reine Elisabeth II, avec sa longévité, qui matérialise la cohésion nationale de la Grande-Bretagne.